Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Facebook pour les corrections vidéo du bac 2016, épreuve de philosophie, avec un nouveau professeur qui vient cette fois de Cours Déclic. Anaïs, bonjour. Bonjour. Toujours pour la philosophie, nous allons corriger les 3 autres dissertations en commençant cette fois par la série S. Le sujet est « Travailler moins, est-ce vivre mieux ?» C'est un joli sujet. Anaïs, que pouvez-vous dire en introduction? Oui, alors travailler moins, est-ce vivre mieux? Déjà, il faut partir d'une définition du travail, donc c'est une définition un peu classique. Le travail, c'est une contrainte, le travail, c'est pénible, c'est une activité, tout d'abord, avec un objectif précis. Il y a un but, mais ce n'est ni un jeu, ni un loisir. Donc il faut bien garder en tête que le travail, c'est une contrainte, et c'est ça aussi qui va nous permettre de créer une tension avec vivre mieux. Vivre mieux, va falloir dire qu'est-ce que c'est que vivre mieux, et c'est là qu'on va pouvoir créer la tension. Donc vivre mieux, est-ce que c'est avoir plus de temps pour sa famille, pour ses loisirs, pour partir en vacances, pour soi? Donc là, en fait, il y a la notion un peu de qualité de vie en fait qui rentre en jeu. Mais vivre mieux, est-ce que c'est pas aussi mieux apprécier son travail ou aussi mieux apprécier ce qu'on fait, être reconnu au travail, etc. Ce n'est pas seulement, en fait, il n'y a pas de contradiction entre vivre bien et travailler. Le travail, c'est aussi ce qui permet de se réaliser. Voilà, donc c'est sur ça qu'on va faire reposer un peu l'attention. Donc ça, c'était votre introduction. Oui. En première partie. Alors en première partie, on va dire que le travail, c'est une contrainte. Il est pénible. Et donc, a priori, travailler moins, ça permettrait de se consacrer à autre chose que l'on préfère. A priori, on n'aime pas travailler, et donc on peut se consacrer à autre chose. Donc le travail, il est pénible, et on ne choisit pas les conditions de son travail. Ça, c'est la première des choses. On choisit pas son salaire, on choisit pas son patron, on choisit pas ses horaires. Donc on est dans une forme de contrainte et de pénibilité tous les jours. Et donc travailler moins, on pourrait dire que ça va nous permettre de se consacrer à autre chose. Donc ça, c'est la première partie. En fait, c'est qu'une définition du travail dans un sens, au sens de sa contrainte. Voilà. Et donc vivre mieux, ici, ça serait se consacrer à autre chose. Voilà. Mais on va voir en fait dans une partie que c'est pas suffisant de raisonner comme ça. Alors justement, ça c'est la deuxième partie qui s'annonce. Oui, le travail, il permet aussi de se réaliser, c'est-à-dire de devenir homme. C'est-à-dire que l'homme utilise le travail pour devenir homme, pour se rendre compte de ses capacités, pour s'élever en quelque sorte. Et donc là, on va utiliser une définition de Hegel en fait qui est très utilisée pour le travail. Vivre bien, c'est pas antagonique en fait avec le fait de travailler. Le travail, c'est une réalisation de soi, et en cela, le travail contribue en fait au bonheur, contribue à un vivre bien. Il permet aussi de développer des savoir-faire, des capacités. Donc, il permet à l'homme de se rendre digne aussi de cette bonne vie entre guillemets. Et alors, ça c'était la deuxième partie. Et enfin, l'intitulé de votre troisième partie. Et l'intitulé de la troisième partie, c'est finalement, est-ce que vivre mieux, ça ne serait pas travailler mieux? Plutôt que travailler moins, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler mieux? C'est-à-dire, et là on va se poser plutôt la question des conditions de travail. On va revenir à une approche un peu marxiste qui dit que le travail moderne, etc., que le taylorisme, le travail à la chaîne, c'est pas épanouissant, ça permet pas de se réaliser comme le prédisait Hegel. Et donc, finalement, pour vivre mieux, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur les conditions du travail et pas sur le travail en lui-même? Et aussi, j'aurais terminé avec une citation d'Hannah Arendt qui dit que c'est une société, aujourd'hui la société moderne, c'est une société de travailleurs. Et cette société de travailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un danger à la libérer du travail? C'est-à-dire que si on libère des travailleurs du travail, que vont-ils faire en fait? Comment vont-ils pouvoir s'occuper? Et donc, c'est cette notion du travail moderne et de cette société moderne de travailleurs est aussi, je pense, importante. Il ne faut pas voir un idéal dans la fin du travail non plus. Alors justement, je vais vous demander de continuer à travailler, parce que ça c'était la fin de votre correction sur le sujet « Travailler moins, est-ce vivre mieux » pour la série S. Nous allons maintenant attaquer, toujours en direct sur Facebook, pour les corrigés vidéo du bac 2016, épreuve de philosophie dans la série ES. Le sujet que vous avez traité est « Savons-nous toujours ce que nous désirons ?» Oui. Voilà, pareil, une introduction. Voilà, donc toujours la même chose. En fait, on revient sur la définition des termes. Qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce que désirer quelque chose? Donc le désir, je veux dire que c'est une tendance consciente vers une fin qui est connue ou imaginée.
C'est ça qui est important. Hein. Déjà, désirer, ce n'est pas vouloir. Il va bien falloir faire la distinction en introduction. Hein. Le désir, ça peut être une pulsion. Et il faut pas oublier aussi dans la difficulté du sujet, je dirais, c'est de pas oublier le mot toujours. Savons-nous toujours ce que nous désirons? Voilà. Donc à partir de là, maintenant qu'on a bien cerné le sujet, on va vraiment pouvoir le traiter, quoi. Donc justement, l'intitulé de votre première partie sur ce sujet. Oui, donc la première chose, c'est que nous croyons savoir ce que nous désirons. Et ça, c'est important. On va partir du sujet. On va dire, le désir, il a un objet. Le désir, il a une fin. A priori, comme ça, on sait ce qu'on désire. On désire une voiture, on désire le baccalauréat, on désire que sais-je. Et donc, ce désir, c'est une attente. En fait, on est dans une situation d'attente, de manque. Et on désire quelque chose. Donc a priori, si on sait ce qu'on désire, si on désire quelque chose, on a une idée de cet objet. Hein, on croit que la voiture va nous rendre heureux. On croit que le baccalauréat va nous permettre de que sais-je. Voilà. Donc du point de vue du sujet, le sujet croit savoir ce qu'il désire. Alors ça, c'était votre première partie. En deuxième partie. Eh ben, l'objet du désir, il peut être connu ou imaginé, en fait. C'est ça, le cœur du sujet. C'est-à-dire que l'objet de désir, s'il est imaginé, c'est-à-dire qu'on pense qu'il va nous rendre heureux. Et je pense que si je vais acheter cette voiture, je vais être heureux. Je pense que je vais être plus fort si, ou que sais-je. Le problème, c'est que le désir, c'est un peu, si vous voulez, la ligne d'arrivée recule au fur et à mesure qu'on avance. On est toujours dans un état de désir. C'est le propre du désir. Et donc, on ne sait jamais vraiment ce qu'on désire, puisque cette chose recule sans cesse. Après la voiture, ça sera autre chose. Et donc cette ligne en fait recule au fur et à mesure qu'on avance. Et il n'est pas dit aussi que la chose qu'on désire correspond au réel. Hein, on a imaginé une belle voiture, on a imaginé l'objet du désir. Pourtant, est-ce que ça correspond à la réalité? Ce n'est pas sûr. Alors ce que les étudiants désirent maintenant, c'est votre conclusion. Oui. Donc du point de vue du sujet, en fait, le désir est connu, et on croit savoir ce qu'on désire. Pourtant, il ne faut pas oublier la part de l'imaginaire, et donc bien penser que l'objet désiré peut ne pas être conforme à la réalité. Merci beaucoup pour cette correction. Sur ce sujet, savons-nous toujours ce que nous désirons? Série ES Philosophie, bac 2016. Nous sommes toujours en direct sur Facebook. Bientôt, vous nous retrouverez sur mcetv.fr pour ces mêmes corrections. Je suis encore pour ce dernier sujet avec Anaïs Uvina, qui est professeure à Cours des Clics et qui va maintenant corriger le dernier sujet de la série L, toujours dans la catégorie dissertation. Et le sujet que vous avez choisi de traiter, c'est « Nos convictions morales sont-elles toujours fondées sur l'expérience ?» Alors Anaïs, votre introduction. Oui, alors ici, il va falloir définir les convictions morales. Hein, il ne s'agit pas de dire la morale est fondée sur l'expérience, et donc ça va être la difficulté aussi de savoir qu'est-ce que sont ces convictions morales, en fait. Ici, il y a deux auteurs qui viennent en tête tout de suite, c'est Kant et Schopenhauer. Donc il suffit de définir un petit peu, déjà a priori, quelles sont les théories de ces deux auteurs, et on va dérouler en fait. Tout simplement. Donc première partie. Première partie, on va dire, toutes les connaissances reposent sur l'expérience. Voilà, une vision un peu empirique. Ce qu'on sait, on le sait par expérience. Donc voilà, on va dire, les mœurs sont héritées, les mœurs nous viennent de ce qu'on sait, nous ont été inculquées, etc. Elles sont acquises, en fait. Donc elles sont a posteriori. Et donc il y aurait une idée que ces convictions morales viennent a posteriori. Donc ça va être une idée plutôt de Schopenhauer qui dit que la morale est fondée, comme il dit, sur la pitié, c'est-à-dire sur du sensible, en fait, sur de l'expérience. La pitié, pour Schopenhauer, ça sera en fait de l'empathie. Hein. Donc voilà, on va faire ça dans une première partie. Et en deuxième partie? Et en deuxième partie, on va lui opposer plutôt une vision kantienne, c'est-à-dire l'impératif catégorique, qui dit que non, il y a une morale a priori, il y a une morale en dehors de l'expérience, et cette morale a priori, cet impératif catégorique nous est donné par la raison. Tous les hommes connaissent une morale, puisque tous les hommes ont une raison, et donc cette universalité de la raison, en fait, permet de définir une morale a priori, qui n'est pas le résultat d'une expérience sensible. Merci beaucoup. La conclusion, c'était quoi? La conclusion, c'est que les convictions morales, alors, si on prend une définition générale des convictions morales et des mœurs, elles sont fondées sur l'expérience, comme tout savoir est fondé sur l'expérience.
dans une vision empirique. Mais dans un deuxième temps, on peut dire qu'il peut y avoir aussi une spécificité de la morale, puisque la morale peut s'inscrire dans une... la morale peut résulter en fait de la raison, et donc de ce fait être a priori en fait. Merci beaucoup Anaïs Uvina, professeure à IPCOM, pour ces brillantes corrections en direct sur Facebook, bientôt sur mcetv.fr. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour d'autres corrections et notamment bientôt celle d'Histoire Géo. Au revoir et à très vite.